destination à 9h15. Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog de mon road trip en Alsace. Et aujourd'hui, on va découvrir 2 voire 3 petits villages alsaciens du Haut-Rhin. D'ailleurs, j'ai des courbatures, mais de ouf aux jambes. Hier, j'étais à Colmar et de mon hôtel jusqu'au centre-ville, il y a 1 heure de marche. Et le fait d'avoir fait 1 heure, passer toute la journée debout, en tout cas active, et après revenir avec 1 heure de marche, ça m'a cassé et j'ai des courbatures. Oh là là, je me suis réveillée ce matin, j'étais là. Oh mon Dieu. Donc aujourd'hui, on va commencer par le petit village de Kienzheim. Ce petit village mérite le détour parce qu'il s'agit du seul village d'Alsace à avoir conservé la totalité de ses remparts. Ça m'intéresse. Donc on va aller voir tout ça. Allez, on se lance dans la journée. Et petit soleil, il fait en sorte de sortir très vite. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, je suis partie donc en vacances, mais j'ai oublié ma veste. Qui fait ça? Donc j'ai mis 2 couches, donc un t-shirt et 2 pulls. Et j'espère qu'il va faire assez agréable quoi. Oh mon Dieu, je suis déjà conquise. Non mais regardez ça, cette porte. Mais est-ce qu'elle est magnifique! L'histoire du village remonte à l'époque médiévale et il a été longtemps un village fortifié, comme en témoignent ses remparts encore visibles aujourd'hui. Ok, donc ça c'est la porte basse ou l'allée. Bon, allez. On va se promener un peu dans les rues pour voir quel trésor il s'y cache. C'est trop marrant, là il y a de l'eau qui passe. Donc de ce côté-là et aussi de ce côté-là. Bah, en tout cas moi j'ai pas l'habitude de voir ça chez moi. C'est trop marrant. C'est tout le long. C'est tout le long comme ça. En tout cas, c'est très très calme. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être au calme dès le matin. Et à se promener dans des petites rues comme ça. Tout chaud. Ici, c'est la plus ancienne maison de la ville qui date de 1558. Là, je me suis reculée pour vous montrer. Pas mal. Une information que j'ai apprise hier, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Alsaciens qui ont été incorporés de force dans l'armée allemande. Et là, du coup, il y a une plaque pour rendre hommage aux concitoyens de ce village, quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est déjà la deuxième pancarte que je vois qu'il y a du coup cette promenade des remparts. Donc j'imagine que ça doit commencer par là. Oui, c'est juste, je suis sur le bon chemin. Donc ici on a déjà un aperçu des remparts. Oh, en plus avec le bruit des oiseaux derrière, ça donne trop bien. Ouais, donc en fait c'est une promenade tout autour de la ville quoi, à l'extérieur pour bien voir les remparts. Là on a une autre entrée de la ville. Ah ouais mais c'est beau hein. Ah j'adore, je suis vraiment mais trop fan. Au XIIIe siècle, le village faisait partie des possessions des seigneurs de Ribaupierre, puis il passa sous le contrôle des Habsbourg, avant d'être intégré au royaume de France en 1648, après la guerre de 30 ans. En plus ici sur la gauche, il y a juste en bas des petits endroits où tu peux faire le jardin. Et en face, on a toutes les vignes. Non mais, regardez-moi ça, c'est immense.
Le village est également connu pour son patrimoine viticole, avec des vignobles qui produisent des vins réputés. Je viens de terminer ma visite de ce petit village. Sincèrement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de vous perdre dans les petites rues pour voir les maisons à colombage et juste pour être au calme. Et après, faites le chemin des remparts. Ça fait pas tout le tour, ça fait peut-être la moitié du cercle, mais c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment trop beau. Est-ce qu'on peut dire bucolique? Je pense, je sais pas. Mais ouais, là il est 10h, un peu plus de 10h. Franchement, en faisant ça en une demi-heure, c'est réglé, bouclé. Voire 45 minutes, 1 heure si vous voulez vous poser pour boire un café et juste profiter de l'ambiance. Mais en tout cas, c'est une bonne mise en jambe le matin avant de passer au prochain village. Et comment? Kaisersberg. Je suis bien arrivée à Kaisersberg. Je suis passée à l'office du tourisme pour prendre un plan de la ville. J'ai décidé de commencer par le sentier du château pour aller voir le château. Et c'est une petite promenade dans les vignes, j'imagine. En plus, là, je vois qu'il y a le jardin des senteurs. Donc c'est ici la rue du château. Et le château, est... du coup, il est là. Et c'est par ici. C'est une dizaine de minutes à peu près à pied, ils annoncent. Donc là on a les vignes. Ici une partie des remparts. Ah, ça va être cool de commencer par prendre de la hauteur un peu. Le village est célèbre pour ses fortifications, dont les vestiges du château impérial, construit au IIe siècle. Kaisersberg est aussi marqué par son patrimoine viticole, réputé pour ses vins, notamment le Riesling. Le village fut fondé au XIIIe siècle et prit de l'importance sous le règne des empereurs du Saint-Empire romain germanique, notamment Frédéric II, qui fit de Kaisersberg une ville impériale en 1293. Ma visite du château est terminée. Je vais continuer par découvrir cette ville. Regardez-moi cette mignonnerie. Oh, les petites maisons. Et là, les façades. Sur le chemin, j'ai trouvé un atelier de poterie où on peut acheter leurs créations uniquement ici, dans ce village. Et franchement, c'est des prix vachement plus abordables que la poterie que je peux voir de Souffleheim, qu'on peut acheter dans les offices du tourisme et dans d'autres villages. Merci. Grâce à ses points stratégiques sur une route reliant l'Alsace et la Lorraine, elle devint un point de défense et de commerce important. Aujourd'hui, elle est l'un des plus beaux villages d'Alsace, prisé pour son charme médiéval et son marché de Noël. Notre prochaine et dernière destination aujourd'hui, c'est... Attendez. Rikvir. J'ai été à l'office du tourisme pour aller chercher un plan de la ville et du coup ce qu'ils proposent de faire. Ça a l'air vraiment tout chou, tout petit, un peu comme Eglisheim où c'est vraiment rond. Enfin vous voyez ce que je veux dire, pas rond mais vous avez capté. J'ai payé le parking 2 heures, j'avais pas plus de monnaie sur moi pour plus de 2 heures. Donc on va y aller, on va se prendre le temps. Et on va se laisser porter.
Alors pour commencer, ici on a une gravure qui a été réalisée en 1644 qui présente en fait une vue d'ensemble de la ville et qui permet de localiser ces fortifications qui datent de quand même 1291 et de 1500. Ok, donc là on a la gravure et ensuite on continue par ici. Vraiment magnifique cette rue. J'imagine que c'est la rue principale. Ríkvír est un village médiéval renommé pour son architecture et son patrimoine viticole. Les fortifications du village témoignent de son importance stratégique. Malgré les guerres et les conflits, Ríkvír a conservé son architecture médiévale et renaissance, avec ses maisons à colombages colorés et ses rues pavées. La ville est aujourd'hui connue comme l'un des plus beaux villages de France et est un lieu incontournable sur la route des vins d'Alsace. Bon, j'ai fait à peu près le tour du petit village de Ríkvír. C'est très très petit, c'est tout petit, c'est tout chou. Et du coup maintenant, vu que j'ai encore le temps, je vais profiter de retourner potentiellement mes pas à la tour des voleurs pour aller faire ce petit musée. Voilà, donc on y est. Donc là, elle m'a donné un petit descriptif de la visite. Et elle m'a dit que ça va durer environ 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est juste parfait. Allez, on y va. On se lance. Chambre de torture. Génial. Bon. On tâchera de... On a ici un des outils de torture qui était le plus utilisé, c'est l'estrapade. On y faisait un sévice. Et en voyant cette image, je vous laisse imaginer ce qu'on devait leur faire, quoi. Je viens d'arriver au parking de l'hôtel. C'était vraiment une bonne journée. Et Ríkvír, trop chou, je vous conseille aussi vivement. En revanche, de faire dans la même journée Keisberg et Ríkvír dans la même journée, je ne vous conseille pas. Parce qu'en fait, c'est deux villages, dans le sens où c'est à peu près pareil, quoi. Deux mêmes activités dans la même journée, donc c'est pas... Voilà. Mais sinon, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai passé 2 heures à Ríkvír et sincèrement, j'aurais pu faire facilement 2h30, 3 heures si jamais. Autant Keisberg que Ríkvír, je vous conseille chacun 3 heures de visite pour vraiment prendre le temps de flâner, d'aller dans quelques boutiques, de se poser sur une terrasse pour boire un café ou alors manger à midi. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Bon, moi je vais retourner dans ma chambre d'hôtel, me reposer, parce que mine de rien, de partir le matin et de revenir vers les 16h, 17h, il est bientôt 17h, ça fait des visites ça fait des longues journées, mine de rien. Donc je vais aller me reposer, et du coup on se voit demain pour la suite. Aujourd'hui, je vais vous conter un conte merveilleux d'Alsace qui m'a accompagnée lors de mes visites des plus beaux villages de cette région. On va parler de vieilles pierres, de seigneurs, et la tournure de l'histoire vaut vraiment la peine d'être écoutée jusqu'à la fin. Allez, on se lance. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez les sons et les images d'un feu de camp se préciser. Prenez une grande inspiration, expirez et laissez-vous porter par le conte Les frères Ribeaupierre avec Camilou.
Deux seigneurs, qui étaient frères, vivaient jadis dans deux châteaux élevés, face à face, le Saint-Ulrich et le Giersberg. Depuis leur tendre enfance, ces deux hommes s'entendaient parfaitement bien. Ils s'estimaient mutuellement et partageaient la majorité de leurs loisirs. Ils n'aimaient rien tant que chasser ensemble ou ripailler joyeusement à la moindre occasion. Si, parfois, ils se disputaient un peu. Leur querelle ne durait jamais longtemps et ils se réconciliaient en riant au bout de quelques heures. Comme leur demeure n'était guère éloignée l'une de l'autre, ils avaient pris l'habitude, chaque matin, de se réveiller d'une façon tout à fait originale. Le premier debout lançait avec son arc une flèche sur le volet du second pour lui signifier qu'il était temps de se lever. Les jours s'écoulaient donc pour les frères Ribeaupierre dans la prospérité, l'harmonie et la joie. Cependant, le plus jeune tomba un jour amoureux de la fille du roi, des ménétriers, ces musiciens ambulants qui, à l'époque, animaient les fêtes dans les villages, comme dans les châteaux. L'aîné, très fâché par ce qu'il considérait comme la perspective d'une mésalliance, se mit en colère. « Tu sais aussi bien que moi que la prétendue noblesse de cette famille n'est qu'une amusette, une farce. Notre lignée protège, certes, les musiciens, et depuis fort longtemps, mais nous ne sommes pas du même monde. Si tu veux te marier, à ta guise, mais pour l'honneur de notre rang, va courtiser la fille du duc, d'un comte, ou à la rigueur d'un baron. Quoi qu'il en soit, si tu as pour dessous de bon sens, oublie vite cette folie. » À ces mots, le cadet s'emporta. « Ce n'est pas parce que tu es le plus vieux que moi que tu raisonnes mieux. D'ailleurs, qui parle de rang ou d'honneur quand il s'agit d'amour? Doit-on choisir son épouse sur la foi de sa noblesse plutôt que sur ses qualités? Cette demoiselle n'est pas de blason? Eh bien, que m'importe. Elle est belle, cultivée et avisée. Elle a donc toutes les qualités pour me rendre heureux. J'ai vu trop de tristes mariages fondés sur la raison pour envisager, ce fût un instant, de me plier à tes stupides exigences. » Et encore bouillant de colère, il se retira au Saint-Ulrich, sans attendre de réponse. Les 2 hommes passèrent, chacun de son côté, une nuit épouvantable. L'aîné regrettait ses paroles si dures, se tournant et se retournant dans son lit, à baldaquin. Il pensait que seul le bonheur de son cadet importait, et que, s'il avait distingué cette jeune fille, celui-ci devait certainement être digne de lui. Le plus jeune, pour sa part, se rongeait les ongles. Son frère, même s'il se trompait, n'avait-il pas seulement voulu veiller sur ses intérêts? Il aurait fallu prendre le temps de discuter, de lui expliquer, au lieu de le planter là. Ils finirent les deux pourtant par s'endormir, chacun bien décidé à présenter ses excuses à l'autre dès le lendemain, à la première heure. Ils avaient décidé, la veille, et juste avant leur dispute, de partir très tôt pour chasser le cerf. Lorsque le matin se leva, le cadet sauta donc sur ses pieds et saisit son arc. Par malheur, au même moment, l'aîné ouvrait son volet. Il n'eut pas le temps d'achever son geste. Il s'écroula, le cœur transpercé par la flèche qui devait le réveiller. Fou de douleur, le cadet disparut dans la forêt et on ne le revit plus jamais. Mais chaque année, à l'anniversaire de ce triste jour d'octobre, on entendait, depuis la tombée de la nuit jusqu'à l'aurore, les échos d'une chasse infernale dans la montagne, autour des 2 châteaux. On se remémorait alors tristement l'aventure des 2 frères maudits, et personne ne se risquait à sortir jusqu'à ce que le jour soit levé, de peur d'être emporté par les fantômes. Bien des années plus tard, un lointain descendant du roi des Ménétriers, que cette histoire touchait tout particulièrement, décida de composer une musique pour invoquer Notre-Dame de Dusenbach. Il se dit qu'il n'avait pas grand-chose à perdre, et qu'elle seule pourrait, peut-être, apaiser l'âme du pauvre meurtrier, condamné à errer pour l'éternité. Le musicien y mit tout son cœur. Il travailla pendant des mois, et attendit patiemment la nuit de la chasse infernale. Le moment venu, vêtu de son grand manteau, car l'automne avançait, il s'installa en plein air, muni d'un violon.
Il était prêt à jouer sa partition avec la plus grande des ferveurs. Déjà au loin, on entendit des sabots, des hennissements de chevaux et les aboiements d'une meute déchaînée. Tout en faisant courir l'archelle sur les cordes, il pensait combien de drames étaient la conséquence de maladresse, combien d'emportements pouvaient avoir de résultats aussi terribles qu'inattendus, et que la condition humaine était parfois bien cruelle. Les joues baignées de larmes, il invoqua l'esprit des deux frères, qui n'avaient pas eu le temps de se réconcilier. Alors, les bruits de la chasse maudite se calmèrent, puis se turent. Il souffla dans les sapins une petite brise très pure, quand le silence se fit. Le ménétrier leva les yeux vers les étoiles. Ils étaient pleins de gratitude. Et la montagne, autour des deux châteaux, fut pour toujours libérée des esprits.